Merci de m'avoir invité pour expliquer un peu quel était mon travail et puis voir comment ça pourrait aider à accompagner les gens atteints de sclérose en plaques. Donc, je m'appelle Anne-Catherine Hippolyti, je suis assistante sociale à la Sécurité sociale. Donc, je m'occupe des assurés du régime général. Alors, ça concerne grosso modo 80% de la population, le régime général. Ce que je vais dire aussi, vous allez pouvoir le retrouver dans les services sociaux de vos régimes respectifs. À la MSA, ils ont grosso modo la même ligne de conduite que nous. Donc, vous allez pouvoir, ce type d'information-là, vous allez pouvoir le retrouver aussi chez nos confrères. Alors, juste une petite question. Est-ce que, pour les gens qui sont en régime général, qui sont en arrêt de travail, vous avez déjà entendu parler du service social de la sécurité sociale? Voilà. Oui? Non? Oui, un petit peu. Un petit peu. Mais ça fait pas beaucoup, hein. Chartres? Alors, le service social de la CARSAT, en fait, je dépends de la caisse régionale, en fait. Donc, effectivement, pour Orléans, on est rattaché au siège qui est boulevard Jean Jaurès. Mais effectivement, comme vous disiez, il y a le même service à Chartres, le même service à Tours, le même service à Châteauroux, à Bourges et à Blois. Et alors, la particularité de notre service, en fait, c'est que on dépend d'un échelon régional, mais on est dans les caisses primaires, en fait. On est hébergé par les caisses primaires. Ça a un avantage aussi. En tant qu'assistante sociale, je suis tenue au secret professionnel, ce qui, je ne rends pas de compte direct sur le contenu des entretiens, sur ce qui se dit aux médecins de la sécurité sociale ou à la direction de la sécurité sociale. Quand vous venez nous voir, comme quand vous voyez votre médecin, voilà, les échanges qui ont lieu sont confidentiels, parce que c'est vrai qu'on peut être amené à aborder des sujets sensibles et un petit peu difficiles. Alors, pour le Loiret, donc là, je vais vous parler du service social du Loiret, puisque... oui ? Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort, s'il vous plaît ? Pas de souci. Je vais essayer. Si ça ne va pas, vous me refaites signe. Peut-être plus près du micro aussi, en même temps, comme ça, on va maximiser... Donc là et là ? Ouais, d'accord, ok, super. Donc pour le Loiret, parce que le service social de la sécurité sociale dont vous dépendez est fonction de votre lieu d'habitation. Donc pour le Loiret, on a 2 unités, une à Montargis, une à Orléans, avec sur chaque lieu des accueils pour recevoir les assurés. Alors nous on dit assurés parce que voilà, vous êtes assurés du régime général. On a une responsable du département, une responsable par unité en fait, sur Montargis et sur Orléans, une assistante technique. On est 19 assistantes sociales réparties sur tout le département et 6 secrétaires sociales. C'est souvent ces personnes-là que vous avez au téléphone quand vous appelez pour prendre un rendez-vous ou avoir une information de premier niveau. Alors, les missions du service social, elles sont définies par des textes réglementaires, ça descend de la Caisse nationale. Nos missions, ça va être contribuer à lutter contre les exclusions, développer des actions de prévention, accompagner les assurés du régime général confrontés à un problème de santé. En fait, c'est assez transversal. Je vais rentrer un peu après dans le détail de à quoi ça pourrait correspondre par rapport à la situation de maladie. En gros, on a 5 domaines d'intervention qui, comme vous voyez sur le dernier axe, c'est un axe transversal, la prévention. On va retrouver en fait notre motif d'intervention. Dans un premier temps, ça va être la santé. Ça va être santé et accès aux droits. Donc quand on dit accès aux droits, ça va être, par exemple, dans le cadre d'un arrêt de travail, est-ce que vous avez bien fait valoir votre droit à la prévoyance? Est-ce que votre employeur vous verse votre prévoyance? Si ce n'est pas le cas, est-ce que les démarches ont été faites? Est-ce que c'est parce que vous n'y avez pas le droit? Ou est-ce que c'est parce que vous y avez eu le droit, mais qu'un court moment, on était limité dans le temps?
ou est-ce que les démarches n'ont pas été faites, et dans ces cas-là, vous accompagner pour faire ces démarches-là. Ça va être accès au droit, par exemple. Vous êtes en arrêt maladie depuis plus de 3 mois. Est-ce que vous avez pensé à faire des démarches auprès des assurances des prêts que vous avez souscrits, en particulier le prêt habitation, qui est quand même un prêt conséquent. Et effectivement, dans le cadre d'un arrêt de travail, on se retrouve très souvent, peut-être pas toujours tout de suite au début, ça dépend de votre contrat de travail, mais à avoir une incidence financière en fait sur le foyer du fait de votre arrêt. Santé sortie d'hospitalisation, en fait, on travaille avec les hôpitaux, mais aussi les cliniques. Il y a des services sociaux dans les centres hospitaliers, les cliniques, qui vont venir à votre rencontre dès lors que vous évoquez un problème de retour plus fort. Dès lors que vous évoquez un problème de retour au domicile, par exemple, si vous êtes complètement isolé, qu'il n'y a personne pour venir faire les courses, personne pour remplir le frigidaire, personne pour faire cuire le repas, l'assistante sociale de l'hôpital va nous faire un signalement, mettre en place en urgence, prévenir des associations pour qu'elles puissent intervenir à votre domicile, que quand vous rentriez, vous ayez un minimum de sécurité, entre guillemets, enfin qu'il y ait un minimum de choses qui soient mises en place. Elle nous contacte et nous, on vient souvent dans le mois refaire le point sur ce qui a été mis en place et ce qu'il faut ajuster. Alors, ça, c'est au niveau de la sécurité sociale. C'est en fonction de l'âge que vous avez. On ne va pas solliciter les mêmes aides, bien entendu, parce que pour une personne âgée, on va déjà vérifier si elle a une chance ou pas de pouvoir récupérer. Et dans ces cas-là, si elle récupère effectivement, c'est la CARSAT qui va prendre le relais. Si la situation est telle qu'il n'y a pas de récupération envisageable ou très légère, on va peut-être plus vous orienter sur une allocation personnalisée d'autonomie qui est gérée par le Conseil général. Mais en tous les cas, l'assistante sociale à l'hôpital, elle va faire un premier point avec vous pour vous orienter au bon endroit. D'accord ? Donc, il ne faut pas hésiter, si vous êtes hospitalisé, si vous n'avez pas d'entourage, ou très peu, ou que l'entourage est vraiment loin, à demander à voir l'assistante sociale de l'établissement dans lequel vous êtes hospitalisé pour faire le point avant votre sortie. D'accord ? Et puis, santé et bien vieillir, donc c'est tout ce qui est perte d'autonomie légère pour nous, dans le sens où, effectivement, si vous avez une perte d'autonomie qui est plus importante, ce ne sera pas le régime général qui interviendra pour la mise en place d'aide, ça sera le Conseil général. Mais si on est sur une petite perte d'autonomie légère, parce qu'on vieillit et parce qu'il y a des mouvements qui sont plus difficiles à faire que d'autres, qu'il n'y a pas un gros besoin, effectivement, c'est le service social de la sécurité sociale qui pourra intervenir. Sachez que dans tous les cas, en fait, le service social de la sécurité sociale, c'est un service social spécialisé santé, comme vous le voyez, mais on fait bien entendu pas tout, on ne sait pas tout, mais on est quand même un premier point de contact, comme à l'hôpital quand vous contactez l'assistante sociale, pour avoir tout au moins une orientation sur vers qui se tourner, vers où aller, pour avoir un premier niveau d'information. D'accord ? Alors, nos modes d'intervention, à nous, assistantes sociales, à la sécurité sociale, on intervient à titre collectif, mais on intervient aussi à titre individuel. Alors, à titre collectif, on va... ah oui, c'est effectivement vraiment en gros devant moi, je n'ai pas besoin de mon papier. À titre collectif, on va vous proposer de participer à des réunions d'information. On a en fait, avec la caisse primaire nous envoie tous les mois des listings des gens qui sont en arrêt de travail continu depuis plus de 3 mois, depuis plus de 90 jours. C'est en train de passer à 60 jours, mais d'arrêt continu. Et du coup, quelqu'un qui est en arrêt depuis plus de 3 mois a forcément ou a très probablement un risque d'avoir un problème ou en tous les cas des questions sur son retour à l'emploi, sur l'évolution de son arrêt de travail. Qu'est-ce que ça va donner quand je vais reprendre ? Est-ce que je vais pouvoir reprendre ? Dans le cadre de la sclérose en plaques, effectivement, on va
comme d'autres ALD, hein, on est sur des soins qui peuvent vraiment durer dans le temps, où l'arrêt de travail, c'est pas une semaine ou 2 semaines comme quand on a attrapé la grippe. On va être sur quelque chose de long parce qu'il y a des soins spécifiques, des soins particuliers. Il faut trouver que le patient trouve son rythme, trouve le traitement. Enfin voilà. Donc du coup, on se retrouve facilement avec des arrêts qui durent des mois. Qui dit des mois, qui dit arrêt dit employeur, qui dit employeur souvent dit oh là là, mais qu'est-ce que ça va devenir cette situation de travail? Voilà, j'ai la maladie à accepter, il faut vivre avec, et puis il y a le boulot, comment est-ce que je vais pouvoir travailler, est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler, et est-ce qu'il va bien vouloir me garder, mon patron, est-ce que... voilà, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent dans le cadre de la maladie. Et du coup, participer à ces réunions d'information qui vous sont proposées vraiment en amont de l'arrêt de travail. On est assez tôt dans l'arrêt parce que 3 mois d'arrêt, oui, ça semble beaucoup, mais dans le cadre d'une sclérose en plaques, non, c'est pas beaucoup. Voilà. Tant que votre médecin justifie, c'est qu'il vous met en arrêt, c'est qu'il estime que vous avez besoin de ce repos. Donc, on se pose toutes ces questions-là. Nous, on vous envoie des invitations pour venir participer à des réunions d'information, donc dans le cas de la sclérose en plaques, sur l'arrêt maladie. Au cours de ces réunions-là, l'idée qu'on souhaite, c'est que vous puissiez repérer qu'il y a un service social à la sécurité sociale, un service social qui a pour objectif de vous accompagner pendant votre arrêt de travail sur toutes ces questions administrative, hein, voilà. On n'est pas psychologue, mais c'est vrai que quand on est super inquiet parce qu'on se dit oh là là, mais j'ai pas été payé, mes IJF n'arrivent pas, mon patron il complètement mon salaire, enfin, on vient rajouter du stress à une situation voilà, qui n'a pas besoin de stress supplémentaire. Donc on essaie de vous accompagner, de faire les démarches avec vous, enfin de faire avancer le schmilblick. Et puis aussi, on va évoquer à ces réunions-là, alors c'est le côté peut-être moins agréable, mais vous parlez de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, du rôle du médecin du travail. Est-ce qu'il va être OK ou pas pour que vous puissiez reprendre votre poste? Est-ce qu'il va dire oui, vous reprenez, mais avec restriction, ou non, là, dans le cas présent, vous ne reprenez pas et il faut des aménagements? On sort de là, on se dit waouh. Ça suffisait déjà d'avoir une sclérose en plaques. Maintenant, en plus, il faut que je bataille avec le boulot, quoi. Donc nous, on va être là pour vous donner les grandes lignes, vous expliquer comment les choses vont pouvoir se passer, essayer d'organiser et d'anticiper le plus possible, parce qu'un aménagement de poste de travail, si c'est possible de rester dans votre entreprise, un aménagement de poste de travail, ça ne va pas se faire le jour où vous retournez au boulot, parce que le jour où vous retournez au boulot, votre employeur avait 8 jours pour vous envoyer voir le médecin du travail. S'il n'y a rien qui a été anticipé avant, l'aménagement du poste de travail, il sera faisable, mais beaucoup plus difficilement que si on a anticipé les choses avant. Donc, il y a un truc qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand vous êtes salarié, que vous êtes en arrêt de travail depuis longtemps, que vous avez des soucis, des inquiétudes particulières sur votre capacité à reprendre le travail, demandez à faire une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. Elle est à votre initiative, à vous. Elle n'est pas à l'initiative de l'employeur. L'employeur ne la paiera pas. C'est quelque chose auquel vous avez le droit en tant que salarié. Et ça va permettre, en plus, de savoir vers quoi on va aller. Parce que le médecin du travail va dire trop tôt, vous êtes encore trop dans les soins, on se revoit dans 6 mois, voir ce qu'il en est. Ou peut-être qu'il va vous dire ah ouais, mais là, maintenant que vous vous déplacez avec une canne, là, aller traîner dans l'usine, ça ne va plus être possible. Ils ne vont pas vouloir pour des questions de sécurité et tout. Et du coup, ça peut poser des problèmes sur des postes de travail. D'accord ? Donc, c'est important de savoir qu'il y a un service, le service social de sécurité sociale, qui peut vous donner des informations, qui peut vous aider, et en plus qui articule avec tout ce petit monde, avec les médecins du travail, avec vos médecins, avec le médecin de la sécurité sociale. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Alors, voilà. Donc, alors, je vais essayer de faire le petit bip-bip, là. Donc, nous, on est ici. Le service social de la sécurité sociale, vous êtes là. On se rencontre, on fait le point. On voit un petit peu ce qu'il en est de votre situation.
et en fonction des besoins. On va travailler donc avec votre médecin traitant. On est amené à les appeler, à parler par mail, à échanger s'il y a besoin. Il n'y a pas de souci. Ils ont l'habitude, plus ou moins. Mais voilà, après, c'est des histoires d'identification. Médecins du travail, on travaille beaucoup avec les médecins du travail. On a beaucoup de liaisons, nous, quand on a des inquiétudes par rapport à une situation, et eux aussi, régulièrement, nous renvoient des gens en nous demandant de travailler sur la problématique travail. Tout ce qui est réseau de santé, acteurs paramédicaux, pareil, votre employeur. Le SAMET, alors je vais être incapable de vous dire le schmilblick que ça veut dire, mais c'est une association qui a un conventionnement pour intervenir dans votre entreprise pour l'aménagement du poste de travail lui-même, enfin de façon concrète. Il va venir dans votre entreprise, en lien bien entendu avec le médecin du travail, voir ce qui est possible de faire, comment c'est possible de le faire, bien sûr voir avec votre employeur s'il est d'accord. S'il y a des choses à payer, ça peut être pris en charge via des conventionnements, dès lors qu'il y a très souvent la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui a été faite. La MDPH, donc reconnaissance, donc la maison départementale des personnes handicapées. Alors ça fait un peu peur, souvent les gens se disent « Oh, mais non, mais je ne suis pas handicapée ». Sachez que la MDPH, en fait, moi je dis ça comme ça, a deux pôles. Elle a un pôle handicap, allocation adulte handicapé, pour des gens qui n'ont pas bossé, qui n'ont pas pu travailler, qui n'ont pas ouvert de droit à des droits propres, en fait, comme vous avez quand vous êtes salarié, en fait. Et puis à un autre côté, un autre versant, reclassement professionnel. Nous, c'est ce côté-là, en fait, qui nous intéresse, c'est le côté reclassement professionnel, puisque par la MDPH, vous pouvez avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui peut servir pour l'aménagement d'un poste de travail. Et puis, ils ont un côté aussi formation, pour faire des grandes formations professionnelles aussi. Sachez, là, ça me fait penser, j'espère que ce n'est pas trop brouillon, parce que dans mon cerveau, ça part un peu dans tous les sens. La reconnaissance qualité de travailleur handicapé, des fois, les gens ne veulent pas faire cette demande-là, parce qu'ils trouvent que c'est stigmatisant. Alors, le terme n'est pas très joli, mais sachez qu'elle est limitée dans le temps, elle est nominative. Elle n'est pas donnée à votre patron. C'est vous qui serez libre de l'utiliser si c'est nécessaire pour aller vers un aménagement de poste. D'accord ? La MDPH, quand elle vous notifie, vous avez une reconnaissance de la qualité de travail handicapé, elle n'envoie pas à votre patron, elle vous l'envoie à vous. D'accord ? Après, c'est à vous de voir avec le médecin du travail si vous voulez, entre guillemets, la faire valoir pour aider à un aménagement du poste de travail. Donc, on vous invite à ces réunions d'information, là tout à l'heure que je disais. Si vous ne pouvez pas venir parce que vous êtes hospitalisé, parce que vous êtes mal, mais que vous aimeriez bien avoir l'information, n'hésitez pas à appeler le service, à demander à avoir un rendez-vous individuel. Si vous avez des gros problèmes de mobilité, on se déplace au domicile des gens. D'accord ? On vient à votre rencontre si c'est nécessaire. Excusez-moi, ça arrive. Après, si vous voyez pas l'utilité de façon instantanée à contacter le service social, parce que vous êtes au début de la maladie, vous ne vous posez pas encore toutes ces questions sur le travail, sur ce qui va se passer, c'est pas très grave. Gardez en tête, essayez d'avoir en tête qu'il y a un service social à la sécurité sociale que vous pourrez solliciter à un moment donné si vous le souhaitez. D'accord ? Et si, quand même, j'allais oublier, c'est pareil pendant l'arrêt de travail, si vous devez carrément changer de boulot, parce qu'il y a des gens à qui ça arrive, il faut vraiment envisager une réorientation professionnelle. Pendant l'arrêt de travail, si le médecin, votre médecin traitant, ou spécialiste est OK, mais en principe, il n'y a pas trop de soucis. Si le médecin du travail, effectivement, dit qu'il y a un risque d'inaptitude et si le médecin de la sécurité sociale est OK, vous pouvez, pendant votre arrêt, en même temps que vous êtes en arrêt, faire un bilan de compétences, voire même une formation, si c'est nécessaire, pour anticiper le moment où vous irez reprendre le travail. Parce que dans le cadre d'un arrêt maladie, à la différence de l'accident de travail, on est limité dans le temps sur un arrêt maladie. On ne peut pas être en arrêt maladie tout le temps.
C'est pas possible, en fait. On va être limité, voilà, à 3 ans maximum d'affilée. En plus, c'est d'affilée parce qu'il y a des histoires où si vous reprenez, vous réarrêtez, vous reprenez, vous réarrêtez. Les calculs se font différemment. 3 ans consécutifs, ça c'est le grand maximum. Et au bout de ces 3 ans, soit vous pouvez... Si vous aviez pu reprendre le travail avant, souvent on l'a travaillé avant et il y a déjà eu des tentatives de reprise, il y a eu des choses qui ont été faites. Si vraiment vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez plus travailler, que le médecin de la sécurité sociale dit non, maintenant capacité de travail beaucoup trop réduite, pension d'invalidité ou pension d'invalidité avec travail à temps partiel, c'est pareil, on vous accompagne dans ces démarches-là. On vous accompagne sur mettre en place la prévoyance, prévenir l'employeur, lui demander ce qui va se passer pour la mutuelle. Enfin, il y a plein de choses à penser. Pour lesquels vous n'êtes pas forcément... Et puis, c'est pas le moment... Pensez à tous ces trucs-là quand on vous dit qu'en fait, maintenant, c'est travailler à temps partiel ou c'est, non, il faut arrêter de travailler parce qu'il faut faire un choix entre votre santé. C'est un peu compliqué. Pensez au service social. On est là pour vous recevoir, pour vous donner des conseils, pour vous accompagner dans ces démarches-là. Parce qu'il y a des choses à faire au cours d'un arrêt de travail. Il y a des petits clignotants à avoir, en fait, au cours d'un arrêt de travail. On ne peut pas... laisser le temps passer et rien faire parce que en fait ce qui va se passer à laisser le temps passer et ne rien avoir fait, c'est qu'on risque d'aller vers un échec, vers une reprise de travail ou si c'est, enfin, on risque de compliquer les choses et les négociations en plus après avec votre employeur. Voilà, j'espère que ça a été à peu près clair ce que j'ai dit. Le service est ouvert donc, du lundi au vendredi. Il y a les horaires là. Il y a des flyers que j'ai laissés à l'entrée. Vous allez retrouver en gros un petit peu ce que je vous ai dit. Il y a un flyer, ça s'appelle « Je suis malade et j'ai besoin de soutien ». Alors nous, on ne fait pas le soutien psychologique, il y a des psychologues pour vous aider. Mais ceci étant dit, déjà de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut vous accompagner, vous orienter dans vos démarches, mine de rien, c'est rassurant. Donc, vous allez retrouver nos missions sur ce dépliant-là. Vous allez retrouver ce que je vous disais tout à l'heure, la santé, le maintien dans l'emploi, la perte d'autonomie sur un autre dépliant. Et puis, vous allez retrouver aussi la sortie d'hospitalisation, ce qui se passe et ce qui peut être mis en place quand il y a eu une hospitalisation. Prévue ou non prévue, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Même si c'est juste un passage par les urgences, c'est possible quand même de mettre quelque chose en place à la sortie des urgences. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à prendre ces documents-là. Vous avez dessus les coordonnées pour joindre le service. Des fois, le téléphone est un petit peu saturé, mais n'hésitez pas à essayer de rappeler. Il y a toujours donc, une collègue pour répondre aux questions de premier niveau. Après, si c'est plus compliqué, si ça demande, si vous souhaitez un rendez-vous et tout, il n'y a pas de souci, on vous propose un rendez-vous dès lors que vous relevez de nos missions. Si jamais, en fait, il s'avère que vous dépendez pas de la sécurité sociale, que vous n'êtes pas en arrêt de travail, peut-être que dans ces cas-là, on vous orientera vers un autre organisme, mais en tous les cas, on a toujours une première information de premier niveau quand vous appelez, et après, nous, on est là pour vous accompagner dans les démarches, c'est ça s'appelle comme ça, qui sont nécessaires. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et j'espère que j'ai pu vous aider. Oui. Est-ce que je peux avoir le nom d'une personne de la sécurité sociale pour la pension d'invalidité, pour une assistante sociale? Parce qu'on ne peut pas personne que nous recevoir. Moi, je me suis déplacée au Foyer Paix. À Place de Gaulle? Place de Gaulle. On m'a dit qu'il fallait à Charles. Ah oui. En fait, là, vous allez avoir le numéro. Vous téléphonez au service, vous expliquez que vous passez en invalidité, c'est ça? Je suis à 80%, enfin, 20% d'invalidité. Alors là, voilà, je vais vous faire une réponse typique. L'invalidité, il n'y a pas de pourcentage. Vous vous confondez sûrement avec la maison départementale des personnes handicapées, où là, c'est autre chose. L'invalidité de la sécurité, il n'y a pas d'histoire de pourcentage. Mais c'est quelque chose de très courant. Donc, du coup, c'est vrai que de nous contacter pour faire le point avec vous, ça peut être intéressant. Là, moi, vous me parlez de 20%, c'est pas... On va dépendre de la maladie. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Elle me parle, je pense, d'incapacité qui relève de la MDPH et pas d'invalidité de la sécurité sociale. La sécurité sociale paye la pension d'invalidité, mais c'est une vraie catastrophe. Ils me donnent de l'argent, et puis après, après, me la réclament. Vous travaillez? Ils me réclament. Oui,
Ouais. En fait, ce qui se passe quand on a une pension d'invalidité et qu'on travaille, alors selon votre pourcentage de travail, tous les mois, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, vous devez faire une déclaration des revenus que vous avez gagnés et vous ne pouvez pas dépasser un plafond de référence. Ouais, exactement, le salaire de référence. Et du coup, quand on dépasse le salaire de référence, et ben derrière, il diminue. Alors, c'est quoi le salaire de référence? Alors, vous l'avez eu quand on vous a attribué votre pension d'invalidité, on vous a donné votre salaire de référence. Si vous ne le connaissez pas, ou s'il y a longtemps que vous avez votre pension d'invalidité, vous appelez le 3646 et vous demandez qu'on vous renvoie votre salaire de référence actualisé. D'accord? Après, s'il y a des problèmes plus spécifiques, vous avez les coordonnées du service social, vous pouvez appeler, parce que nous, on intervient en fonction du lieu de votre habitation. Donc, je ne peux pas répondre à votre question. On vous a dit Chartres, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est comme dans toutes les entreprises, on essaie de rentabiliser un max les services. Et du coup, le service invalidité est parti à Chartres. Donc, le service invalidité de Chartres gère... À l'accueil, il ne donne pas votre numéro de téléphone, c'est-à-dire que c'est débrouillez-vous, et puis c'est tout. Hein. Non, mais alors, oui, ça, je peux pas. Ça, c'est la sécurité sociale. Oui, ils vous ont pas... Voilà. On nous dirige, allez à Chartres, débrouillez-vous. Donc, voilà. Alors, autant vous dire, n'allez absolument pas à Chartres, ils vont vous dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Hein? Donc, non, vous n'allez pas à Chartres. S'il y a un problème, c'est sur le paiement. Je ne vais pas rentrer dans la situation particulière. C'est un complément de salaire que je devrais avoir. Donc, ils me versent le complément de salaire. Comme je pense qu'ils ne savent pas calculer, ils me versent trop, donc le mois d'après, ils me redemandent. Non, c'est pas ils vous versent trop, c'est ce que je vous dis. Ils sont toujours en train d'envoyer des lettres de relance. Ouais, alors c'est pas ce que je vous dis en fait. C'est pas qu'ils se trompent, c'est qu'en fait ils réajustent à chaque fois. Et du coup, quand ils réajustent, et ben, du coup, ça vous fait un changement à chaque fois sur votre montant. Non, mais ils renvoient, le mois d'après, ils renvoient quand même des sous. Ils renvoient des sous en nous demandant des sous. Alors nous, on leur a envoyé. Donc comment faire une soustraction? Parce que c'est pas compliqué, si on vous demande 1000 euros, qu'on vous redonne 400 euros, c'est qu'à un moment donné, on va faire une soustraction. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de votre dossier. En tous les cas, je vous invite, si effectivement ça bloque vraiment, à essayer de contacter le service social. Demandez à avoir un rendez-vous pour faire le point, pour qu'on vous réexplique comment ça fonctionne. Et puis nous, du coup, on a d'autres biais pour les contacter. D'accord? Vous vouliez dire quelque chose, monsieur? J'ai pas le micro alors. Il marche pas. Il marche pas. Hurlez, comme d'habitude. J'ai appelé, j'ai eu des différentes assistantes sociales qui se sont déplacées et j'ai eu 2 sons de cloche différents, mais vraiment diamétralement opposés. Et après, à un moment donné, je ne travaille pas et qu'est-ce que je prends? Ce qui m'intéresse ou... Alors, c'était des assistantes sociales de la sécurité sociale ou de plusieurs organismes? Et aussi, au travail, j'en ai une aussi. Et alors, c'était complètement surréaliste. Je dis, je prends ce que je veux, ça je veux, ça je veux pas. Et ça marche pas comme ça. Oui, non, comme vous dites, ça marche pas comme ça. Après, moi, je ne sais pas qui vous avez vu, quelle était votre question plus particulièrement, mais... Après, je sais, mais même en ayant la personne qui s'est déplacée à la maison, ça m'irait comprendre. Mais vous êtes formé à la façon. Oui, mais vous êtes en arrêt de travail, vous travaillez plus, vous avez... Non, mais après, bien sûr, mais moi, si on me donne un son de cloche et juste après un autre son de cloche, je le prends. Mais c'était une question par rapport à votre travail? Non, par rapport à ce qu'a dit la dame, j'avais une question sur l'invalidité aussi, j'avais des questions très précises. Oui. Très factuelles, je peux pas être plus précis. Après, mais c'est dans le vague. Le problème, c'est qu'on va au renseignement, on devrait avoir sa réponse, et je n'ai pas sa réponse. Vous n'avez pas eu la réponse que... Je n'ai pas du tout. Alors sur Internet, ça ne sert à rien de chercher. Après, vous avez la possibilité, via Amélie, d'écrire aussi sur votre... si vous avez ouvert un compte, vous avez la possibilité de poser une question. Après, l'invalidité, il y a des règles de cumul très très spécifiques. Mais moi je comprends, la dame, je vais pouvoir l'expliquer, c'est un peu... je vais pouvoir vous expliquer parce que ça va un moment où j'y suis. S'il vous plaît. C'est vraiment très précis. Donc après, j'ai pas eu ces réponses. Donc je trouvais ça un peu dommageable. Quoi. Ouais, mais en tous les cas, j'espère quand même que, voilà, bon, il y a effectivement, ça reste des grosses administrations, ça peut être un petit peu compliqué. Ce que j'espère, moi, en tous les cas, en venant ici, mon souhait, c'était que vous ayez en tête, dès lors que vous avez un employeur, que vous avez une situation de travail,
qui risque d'être compliqué, c'est de savoir que voilà, au niveau du service social de la sécurité sociale, on peut vous accompagner, on peut vous donner des informations. On n'a pas de baguette magique, hein, on adorerait, mais ça ne fonctionne pas. On est comme partout, toujours un petit peu plus sous pression, mais voilà, c'est le monde du travail aussi. Mais en tous les cas, on prend toujours le temps d'essayer d'aider les gens et de les accompagner, de les rassurer dans leur démarche. Voilà. Donc... j'espère que ça vous aidera dans la suite de votre prise en charge. Voilà, je vous remercie. Au revoir.